Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'opération triangulation qui va vous offrir une plongée abyssale dans les profondeurs obscures et inquiétantes de l'espionnage avancé sur iPhone. Grâce à cette vidéo, vous comprendrez la sophistication nécessaire pour pirater un iPhone moderne, mais aussi que certains acteurs malicieux n'hésitent pas à dépenser des millions de dollars pour mener à bien de telles attaques. Nous découvrirons un mode Dieu caché, un God Mode comme disent certains, dans les processeurs Apple M1 et M2, et un usage inédit de la puce d'intelligence artificielle des iPhones afin de mieux vous espionner. Ne vous inquiétez pas, même si vous n'êtes pas expert en cybersécurité ou en programmation, je vais tout vous expliquer et ceux qui connaissent tout cela y trouveront aussi leur compte car je mettrai des détails sur les visuels. Vous repartirez de cette vidéo en comprenant que la sécurité n'est jamais inconditionnelle. Vous aurez peut-être appris certaines règles de base de la sécurité également. Enfin, vous aurez des conseils en fin de vidéo pour protéger votre iPhone. Si vous ne voulez pas tous les détails de l'attaque, et vous avez tort, vous trouverez les différentes sections de cette vidéo et le chapitrage correspondant en description. C'est parti! Genèse de l'attaque. En décembre 2023, des chercheurs de Kaspersky, Boris Larin, Leonid Bezverchenko et Gregory Kucherin ont publié ce qu'ils ont découvert sur un piratage très haut de gamme de certains iPhones de leur entreprise. L'étude de cette attaque est édifiante et je vous partage dans cette vidéo les grandes découvertes de cette attaque dont vous trouverez le rapport détaillé en anglais sur la chaîne du Chaos Computer Club en description. 0 clic. L'attaque dite 0 clic signifie que l'utilisateur peut être piraté sans qu'il n'ait besoin d'interagir avec son iPhone. En réalité, les attaquants n'ont besoin que du numéro de téléphone de la cible et quelques instants après, le téléphone est sous leur contrôle. Les attaques 0 clic sont une sorte de saint graal pour toutes les forces malveillantes, mais elles sont aussi en général plus complexes à créer. Elles ont l'intérêt d'être très discrètes, car l'utilisateur du téléphone compromis n'a rien besoin de faire et ne se rend compte de rien. Des serveurs louches. Malgré la nature furtive de l'attaque, chez Kaspersky, les téléphones sont connectés au Wi-Fi de l'entreprise qui est surveillé en temps réel. Une activité étrange est ainsi détectée en provenance de certains iPhones. La petite équipe décide donc de regarder ce qui se passe exactement et il découvre que ces téléphones se connectent à des serveurs inconnus appelés backuprabbit.com, cloudsponsor.com et snowyanalytics.com. Après investigation, ils découvriront qu'un des serveurs héberge le code malveillant, tandis qu'un des deux autres sert de donneur d'ordre pour les appareils déjà infectés, une sorte de command and control. Le cambrioleur efface mal ses traces. Après avoir constaté ces anomalies, l'équipe décide de récupérer tous les téléphones ayant ces comportements suspects pour une analyse en profondeur. Donc ils analysent une sauvegarde de ces téléphones et découvrent que le logiciel malveillant a essayé d'effacer les traces laissées durant l'infection, comme le ferait un cambrioleur qui effacerait les traces de son cambriolage. Mais ils ont fait de multiples erreurs qui ont finalement permis à l'équipe de comprendre les différentes étapes de l'attaque. Ils en déduisent que l'attaque est lancée à partir de la réception d'un SMS e-message piégé, et ils le savent car le logiciel malveillant a effacé pratiquement toutes les traces de son installation, mais il a oublié que le chargement de la pièce jointe avait modifié la date de dernière écriture du répertoire de l'iPhone qui stocke les pièces jointes. En revanche, il a bien effacé les traces laissées dans les différentes bases de données de l'iPhone, oubliant une base de données qui s'appelle Data Usage SQLite et qui répertorie l'usage du réseau par les applications iOS. Un logiciel qui n'existe plus depuis longtemps. L'étude de cette base de données permet de découvrir qu'une application appelée Backup Agent a utilisé le réseau à des heures identiques aux heures où les accès aux 3 serveurs étranges ont eu lieu. Backup Agent est le nom d'une application iOS qui existait jusqu'à la version d'iOS 4. Cette découverte est un indice supplémentaire que le logiciel malveillant utilise ce nom pour se cacher. Cette découverte leur a permis d'avoir un moyen de savoir si un téléphone est compromis, car si c'est le cas, la base de données montre des accès au réseau d'une application se faisant passer pour Backup Agent. C'est un point important car lors d'une attaque, les experts veulent pouvoir détecter quelles machines sont infectées et quelles autres ne le sont pas. Savoir qu'un téléphone est compromis est bien, mais cela n'explique pas comment l'infection fonctionne techniquement. Et c'est pourtant nécessaire pour comprendre les vulnérabilités et les failles qu'il faut corriger à l'avenir pour empêcher d'autres téléphones d'être infectés. L'espion espionné.
L'équipe décide donc de piéger le système d'infection. Ils mettent en place une attaque dite Man in the Middle, qui consiste à faire passer les communications Wi-Fi des téléphones par un relais qui enregistre toutes les communications de données entrantes et sortantes de manière transparente pour le téléphone. Cela permet deux choses. De comprendre et analyser les communications en provenance ou vers les logiciels malicieux des téléphones infectés, mais aussi, pour les téléphones pas encore infectés, de comprendre ce qui déclenche l'infection. Cela permet également, lorsqu'on a compris la séquence d'attaque, de la détecter en temps réel, et pour ce faire, ils ont programmé leur relais, en cas d'attaque, pour qu'il envoie automatiquement une notification sur l'application de chat Telegram. Des SMS e-messages piégés. Ainsi, ils ont pu observer une nouvelle attaque sur un autre iPhone de l'entreprise, qui décidément était bien ciblé par les attaquants. Cette capture des communications lors de l'attaque révèle qu'un message SMS est reçu avec des fichiers attachés. Une page web contenant un JavaScript, donc JavaScript est un langage de programmation très utilisé par les sites web pour interagir avec l'utilisateur ou dessiner des animations. Le programme JavaScript en question sert à réaliser une empreinte du téléphone, une sorte d'identifiant permettant de repérer de manière unique un téléphone. C'est nécessaire car au début de l'attaque, l'attaquant n'a pas encore tous les pouvoirs sur le téléphone. Il ne peut donc pas, par exemple, faire fuiter le numéro de série du téléphone car il n'y a pas encore accès. Pour obtenir cet identifiant, le script dessine un triangle jaune sur un écran virtuel du téléphone. Une technique très créative et originale qui décidera Kaspersky à donner le nom d'opération triangulation à cette attaque. Opération triangulation. L'identifiant unique du téléphone est communiqué au serveur malicieux, mais en utilisant un protocole chiffré. Les chercheurs arrivent à déchiffrer chaque étape de communication avec le serveur en modifiant dynamiquement les données transmises au serveur par les téléphones infectés. Car en effet, une attaque Man in the Middle permet non seulement d'espionner les communications, mais également de les modifier à la volée. Lors de chaque étape de communication avec le serveur, les clés de chiffrement sont transmises au serveur. Kaspersky comprend cela et remplace à la volée les clés de chiffrement par les leurs à chaque étape. C'est long et fastidieux, mais cela permet de comprendre les réponses du serveur, puisque grâce à cela, le serveur répond en chiffrant les données avec les clés de Kaspersky. Cet automatisme du côté du relais de communication fait 400 lignes de code. Il a permis de comprendre la suite de l'attaque via les différents échanges avec le serveur malicieux. Notez qu'une attaque Man in the Middle peut théoriquement être détectée, mais dans le cas du malware triangulation, cela n'a pas été détecté. Chaque attaque utilise différents modules malicieux, validateurs, infection, espionnage et des modules additionnels. Grâce à leurs pièges, Kaspersky a réussi à capturer tous les modules et cela a permis de tous les étudier. Un PDF avec une fonte piégée depuis 1991. Après l'identification du téléphone, l'étape suivante utilise un fichier PDF attaché à un SMS qui utilise une fonte de caractères définie par un code en langage TrueType. Donc le langage TrueType est un langage créé par Apple en 1991 et utilisé quasiment par tous les systèmes maintenant, y compris Linux et Windows. Vous l'avez sûrement compris, les attaquants utilisent une fonction du langage qui est non documentée et qui n'est utilisée que par Apple. Cette fonction est mal écrite, on dit que son code est vulnérable. Les attaquants exploitent donc cette vulnérabilité. Ces fonctions ont été corrigées et supprimées par Apple en juillet 2023 dans iOS 15 et macOS 12, sans qu'Apple en fasse la publicité. En effet, les deux, iPhone et Mac, étaient vulnérables depuis des années à cette attaque, en fait depuis les années 90. Des joyaux mal protégés. Les pointeurs sont des variables spéciales dans les processeurs qui permettent de désigner une zone de la mémoire du processeur. Manipuler les pointeurs est nécessaire aussi bien pour un programme normal que pour un malware, et donc c'est un élément sensible d'un processeur qui doit être protégé. Sur les iPhones récents, les pointeurs sont protégés car ils sont découpés en deux parties, le pointeur lui-même et une partie qu'on appellera signature. Une signature numérique est équivalent à une signature manuelle sur un document. Cela permet de certifier que la donnée ou le document est bien l'original et non modifié par un attaquant. Dans le cas d'une signature numérique, on utilise une clé secrète qui est nécessaire pour la signature. Pour nos pointeurs sur iOS, toute modification du pointeur nécessitera la clé secrète pour le signer, le processeur vérifiant que la signature est bonne avant d'utiliser le pointeur.
Voici pour la théorie. C'est donc un obstacle de taille pour les attaquants qui voudraient modifier le pointeur pour injecter en mémoire un programme malicieux, car toute modification illégale de la valeur du pointeur sera détectée par le processeur. Mais les attaquants trouvent une astuce permettant de deviner la bonne signature en parcourant la mémoire du téléphone et en trouvant des pointeurs avec une adresse similaire déjà signée. Cela leur permet de créer un moyen de signer n'importe quel pointeur. Une panoplie d'attaques sophistiquées. L'attaque continue avec une série d'attaques sophistiquées. ROP, qui permet d'exécuter du code malicieux sans avoir à l'injecter en mémoire. Des scripts NSExpression, qui sont un langage de script très puissant chez Apple. Un binaire malicieux qui est construit et stocké dans une plist, sorte de fichier de configuration structuré chez Apple. Et l'exécution d'un JavaScript piégé qui finalement permet de prendre le contrôle complet de la mémoire de l'iPhone. Le JavaScript en question est un script de 11 000 lignes de code qui a été rendu relativement illisible et compact grâce à un logiciel spécial. Ce script permet d'exécuter du code malicieux par une méthode appelée JSOnSteroid. C'est une méthode qui avait déjà été utilisée par exemple pour le piratage de la PlayStation 4 et pour la PlayStation Vita. Le code JavaScript utilise également une attaque appelée Integer Overflow qui permet de manipuler un programme en faussant le résultat d'un calcul trop grand pour être effectué correctement. Cette manipulation permet d'accéder à la mémoire du XNU. Alors le XNU, c'est le noyau du système d'exploitation développé par Apple depuis 1996 et qui est utilisé dans macOS, mais également dans iOS, iPadOS, watchOS, visionOS et tvOS. Un noyau est donc un bout de logiciel extrêmement sensible qui, si on arrive à en prendre le contrôle, peut permettre de faire tout ce que l'on veut sur la machine. Cette attaque va permettre au malware d'accéder pratiquement à toute la mémoire de l'iPhone, alors que ce n'est pas possible évidemment normalement. Mais comme l'iPhone a une panoplie de protections assez vaste, ces protections vont malgré tout empêcher l'attaquant de progresser. Une porte dérobée dans le processeur. Oh my God. Les attaquants avaient donc besoin d'une dernière attaque très puissante permettant virtuellement de devenir Dieu sur le téléphone et de faire tout ce qu'ils veulent. Kaspersky découvre alors une fonctionnalité non documentée du processeur des iPhones de A12 à A16 qui permet d'écrire où l'on veut dans la mémoire du processeur sans aucune barrière ou protection habituelle sur l'iPhone. Les processeurs M1, M2 ont aussi cette possibilité cachée. Ce genre de caractéristiques permettant de supprimer toutes les protections et de faire ce que l'on veut, que ce soit par un logiciel ou par un processeur, est appelé une porte dérobée. Les raisons pour mettre de telles portes dérobées peuvent être nombreuses, comme par exemple pouvoir faire du diagnostic en cas de panne d'un logiciel ou d'un matériel, ou encore pour comprendre un retour garanti d'un matériel qui sera en panne, ou encore pour espionner les utilisateurs d'un système. Dans tous les cas, c'est considéré comme une très mauvaise pratique car il arrive toujours un moment où un attaquant trouve la porte cachée et l'utilise de manière dévastatrice contre les utilisateurs du système. Cela pose également la question sur les véritables intentions des personnes qui décident de mettre une telle porte. Mais nous y reviendrons. La porte dérobée utilise 3 paramètres. L'adresse où on veut écrire, la donnée à écrire et une protection qui aurait pu être une signature, comme pour les pointeurs que nous avons vus précédemment. Toutefois, ce n'est pas une signature, mais une simple fonction qui calcule une espèce d'empreinte sur les données à écrire. Évidemment, avec de nombreux essais, il est possible de deviner comment marche ce calcul, et lorsqu'il est connu, la protection, si on peut considérer que c'est une protection, est complètement vaincue. En sécurité, c'est également une pratique très mal vue, on appelle cela la sécurité par l'obscurité, la formule de calcul n'étant pas connue de l'attaquant. Évidemment, cela n'existe pas. Il n'y a jamais de sécurité en cachant un secret, car le secret peut fuiter ou être deviné, et toute la protection saute. En chiffrement, c'est toujours le cas. Les algorithmes de chiffrement sont connus et publics. Cela permet à des chercheurs de tenter de les attaquer et si quelqu'un y arrive, l'algorithme ne peut plus être utilisé puisqu'il est cassé. Donc en chiffrement, la sécurité ne repose pas sur l'algorithme de chiffrement, ou en tout cas pas entièrement, puisqu'il est public, mais principalement sur la clé utilisée pour chiffrer qui, elle, est maintenue secrète. Pour en revenir à notre porte dérobée, il y avait une protection pour éviter qu'un code malicieux l'utilise, mais la protection ne valait rien. L'attaque continue. L'attaque sur le noyau permet de lancer 2 processus, une femme de ménage, ou un homme de ménage, diront certains, qui est censé nettoyer les traces de l'attaque au fur et à mesure de cette dernière. Donc c'est une application qui s'appelle Imagent. Et un navigateur Safari qui contacte une page du validateur qui a pour but de vérifier que la victime est bien la bonne, c'est donc bien une attaque ciblée.
Un autre exploit 0-day dans Safari est lancé, et c'est une deuxième étape de validation pour être certain d'attaquer exactement la bonne cible et d'éviter de délivrer le malware à une mauvaise cible, comme par exemple délivrer le malware sur l'iPhone d'un chercheur en cybersécurité par exemple. Enfin, sont collectées presque toutes les informations possibles sur la victime et son iPhone. La liste des interfaces réseau, la liste des applications à installer, son nom, son numéro de série, la capacité de la batterie, le numéro du téléphone, le nom de l'iPhone, est-ce qu'un VPN est connecté, le numéro IMEI, etc., etc. Ces informations sont envoyées au serveur qui en réponse confirme que la victime est la bonne. Le validateur détecte si le téléphone est déprotégé, on appelle ça jailbreaké, et il est capable de détecter tout type de jailbreak ainsi que les traces que laissent ces opérations. Il détecte aussi si son programme s'exécute sur autre chose qu'un iPhone physique. Donc il y a des solutions type Corellium qui permettent d'exécuter virtuellement le code d'un iPhone dans le cloud. Car si c'est le cas, cela pourrait vouloir dire que le malware est observé par des chercheurs en cybersécurité. À ce moment-là, si donc une exécution virtuelle est détectée, l'attaque s'arrête et le donneur d'ordre, donc le serveur de contrôle-commande, est informé qu'il est probablement découvert. Le validateur a une possibilité non utilisée, dans le cas de l'attaque Kaspersky, de détection d'antivirus et autres solutions de sécurité. Comme ce n'est pas activé et que ce n'est pas nécessaire sur iPhone, car il y a peu de solutions de sécurité efficaces pour iPhone, cela veut sûrement dire qu'il existe une version de cette attaque pour macOS sur processeur M1, M2 et sûrement M3. Le validateur autorise aussi l'option « Être suivi par les publicités », ce qui est sûrement une tentative d'autoriser un autre type d'attaque via des publicités piégées, une attaque qu'ils doivent avoir en réserve au cas où l'opération triangulation ne marcherait pas complètement. La femme de ménage à l'œuvre. La femme de ménage finit son nettoyage afin d'éviter que quelqu'un analyse les traces du malware. Donc effacement de tous les logs, donc ce sont des fichiers qui contiennent les traces d'exécution du malware sur le système. Elle efface également les traces laissées par le système en cas de plantage d'une des applications utilisées durant l'attaque. En effet, un plantage d'une application aussi délicate et tordue qu'un malware est toujours possible. Les traces laissées par la réception des SMS malicieux sont aussi purgées. Mais le système iOS, dans ses bases de données, ne stocke pas directement le nom de l'envoyeur, mais un identifiant. Kaspersky a donc dû utiliser certaines techniques pour, à partir des identifiants, retrouver les adresses email originales des attaquants. Ils ont ainsi trouvé 40 adresses iCloud et bien entendu ces comptes ont été reportés à Apple qui a sûrement dû les inactiver et investiguer sur les différentes activités passées de ces comptes. Livraison du malware aux capacités étonnantes. Comme l'équipe Kaspersky a aussi capturé le malware final, donc la dernière partie qui est délivrée par le serveur, ils ont pu déterminer ses caractéristiques et ses capacités étonnantes. Le malware est modulaire, qu'il est capable de lancer différents modules en fonction des besoins, et ces modules sont capables de collecter la position géographique de l'utilisateur, donc les coordonnées GPS par exemple, tous les fichiers, les bases de données, les mots de passe, les messages de toutes les messageries connues, le carnet d'adresses, la liste des périphériques Wi-Fi et Bluetooth vus à proximité, et il peut activer la caméra et le microphone. Le module d'enregistrement à distance par le microphone est assez intéressant à plus d'un titre. Il enregistre et encode l'audio dans un format propriétaire qui lui permet par exemple d'ajouter toutes sortes d'événements arrivant durant l'enregistrement. Imaginons par exemple que vers 1 minute et 27 secondes après le début de l'enregistrement, l'iPhone se connecte automatiquement à une borne Wi-Fi qu'il connaît. Cet événement est donc enregistré ainsi que sa datation dans le fichier audio. Pratique pour comprendre l'environnement dans lequel la cible évolue. Autre raffinement, l'enregistrement ne démarre que lorsque l'écran est éteint, sûrement pour éviter que l'utilisateur ne détecte le petit point de couleur qui indique un microphone actif. Il vérifie également que le répertoire des logs n'est pas espionné par un autre utilisateur, et si c'est le cas, l'enregistrement s'arrête et le serveur est informé. Enfin, le malware ne peut pas vider tout le contenu de l'iPhone vers le serveur car ce serait détecté. Un iPhone moderne peut avoir jusqu'à 1 Teraoctet de données et le vidage pourrait épuiser la batterie, le forfait et faire excessivement chauffer le téléphone. Alors comment faire ? C'est à la fois simple et terrifiant. Dans le téléphone d'une cible, toutes les données ne sont pas utiles pour l'attaquant. Soit il veut certains documents comme la liste des contacts ou certaines photos, mais vider la mémoire entière du téléphone est luxueux et pas forcément utile. Donc comment sélectionner les bonnes informations utiles pour l'attaquant et ne transférer que celles-là ?
Les attaquants ont eu la, entre guillemets, bonne idée de faire parcourir les documents du téléphone par une intelligence artificielle qui est dédiée à cette tâche. Donc l'IA utilise le processeur Neural Engine de l'iPhone, c'est donc très efficace pour parcourir tous les textes, tous les documents et toutes les photographies. L'IA est par exemple capable de sélectionner des photos sur la base d'une description. Si l'on cherche par exemple toutes les photos sur lesquelles apparaît un homme barbu d'une 50aine d'années et généralement habillé en blanc, le malware peut parcourir toutes les photos et détecter celles qui correspondent à cette description. Si l'on cherche une personne en particulier dont on a le visage en photo, on peut demander à l'IA de détecter toutes les photos qui contiennent ce visage, et ainsi de suite. Ces possibilités sont depuis longtemps offertes par des applications de gestion d'albums photos comme par exemple Picasa. L'iPhone est aussi capable de faire de la reconnaissance de texte, vous le savez peut-être, et donc, évidemment, le malware utilise cette fonctionnalité pour, par exemple, lire les textes qui se trouvent dans les photos. Si vous avez par exemple pris un document textuel en photo avec votre iPhone, le malware est capable de lire le texte du document qui est sur la photo. Vous l'avez compris, les possibilités sont infinies. Donc ça peut servir par exemple à repérer des fuites de documents, à lire des billets de train ou d'avion, à reconstituer un document numérisé, etc., etc., etc. Une utilisation inédite et très puissante de l'intelligence artificielle au service de l'espionnage des personnes. Enfin, autre caractéristique qui fait peur, le malware est signé numériquement. C'est indispensable sur l'iPhone, et donc Kaspersky a vérifié la signature du malware. Et cette signature date de plus de 10 ans. Donc ça veut dire que les attaquants effectuent des attaques avec ce malware depuis plus de 10 ans, et ça fait extrêmement peur que pendant toutes ces années, rien n'ait été détecté. C'est sûrement la raison de l'architecture modulaire du malware. Pas besoin de le mettre à jour, c'est juste une base pour télécharger des modules additionnels qui, eux, sont mis à jour en fonction des besoins de l'attaquant. Les questions que pose cette attaque. Comme nous l'avons vu, de nombreuses vulnérabilités ont été utilisées par les attaquants et la plupart étaient des vulnérabilités dites 0-day. C'est-à-dire des vulnérabilités connues de personne ou presque, et donc qui ne sont pas corrigées par Apple. Il faut savoir que sur des systèmes sensibles comme des téléphones ou des routeurs d'entreprise, c'est le genre de vulnérabilité qui se vend très très cher. Certaines peuvent même être achetées des millions de dollars. Donc qui peut acheter ce genre de choses à ce prix-là ? Alors les constructeurs comme Apple ont des programmes d'achat de vulnérabilité qu'on appelle en général bug bounty, mais les tarifs sont beaucoup plus raisonnables que cela. Un attaquant qui découvrirait une faille 0-day et qui n'est intéressé que par l'argent va donc tenter de le vendre à des personnes qui ont les moyens. Donc c'est-à-dire soit à des gouvernements ou des entreprises qui fournissent à leurs clients des moyens d'attaque puissants. Officiellement, les gouvernements achètent ces moyens d'espionnage discrets pour les besoins de la police et de la sécurité nationale. Mais des dérapages existent toujours, et ce, même dans les démocraties. Dans les dictatures, ces piratages ont permis de mettre en prison des opposants, et certains en ont même perdu la vie. Ces fournisseurs de solutions d'espionnage ont été pris la main dans le sac plusieurs fois, et je vous conseille la vidéo que j'ai faite sur un de ces scandales, les Predator Files, dont l'entreprise concernée est une entreprise française, qui est un zombie d'une précédente entreprise déjà à l'origine des mêmes scandales. On peut donc légitimement se demander qui se cache derrière cette attaque. Un État ou une société de piratage qui vend ses services aux forces de l'ordre. Ce qui est certain, c'est que l'attaque a demandé beaucoup de travail par différentes équipes spécialisées durant des mois et l'achat clé en main de vulnérabilités puissantes et hors de prix. Il s'agit donc de gens extrêmement puissants, avec de nombreuses compétences et des moyens financiers importants. L'autre question qu'on est en droit de se demander est de savoir qui a mis la porte dérobée dans les processeurs Apple. En fait, deux possibilités existent. Soit c'est une demande d'Apple et dans ce cas on peut se demander pourquoi et dans quel but, soit c'est un standard dans l'architecture ARM qui appartient à la société britannique du même nom qui en est à l'origine. Pourquoi et dans quel but ? Apple était-il au courant ? Quels autres processeurs ARM ont cette porte dérobée et sont donc à risque ? En tout cas, vous l'aurez compris, ce scandale, car c'en est un, dont peu de gens parlent, a de vastes répercussions. La plupart des étapes découvertes dans Triangulation sont applicables au Mac M1 et M2, et peut-être le Mac M3. Les processeurs communs entre iPhone et Mac ne sont pas le seul problème. Ces plateformes partagent aussi une bonne partie de leur code, de leur système d'exploitation et de leur protection. La question donc qu'on est en droit de se poser est: est-ce qu'une attaque similaire avec un code un petit peu adapté a été lancée sur les Mac ? Une attaque sur macOS pourrait être en définitive un peu plus simple car certaines protections ne sont disponibles que sur iPhone. Enfin, nous avons vu que les attaquants utilisaient l'intelligence artificielle pour ne sortir que les données qui les intéressent. Et c'est encore plus pertinent sur Mac puisque cet ordinateur peut avoir des capacités de stockage très importantes.
C'est donc une bien mauvaise nouvelle que cet usage à l'encontre des intérêts des utilisateurs, de l'intelligence artificielle et des processeurs dédiés sur iPhone et sur Mac. Résumons donc cette attaque brièvement. Identification du téléphone via un SMS et un JavaScript, usage d'un fichier PDF avec une fonte piégée utilisant une faille datant des années 90, trop de pointeurs sont signés avec les mêmes paramètres dans iOS et ses applications, qui permettent du coup de violer l'intégrité des pointeurs, du coup signature possible de n'importe quel pointeur modifié, corrigé en iOS 16.0, attaque ROP, double attaque NS expression, JavaScript piégé, usage d'un integer overflow dans la mémoire du XNU qui permet d'accéder à toute la mémoire de l'iPhone, usage d'une porte dérobée dans le processeur, validation de la cible en profondeur et en 2 étapes, nettoyage des traces de l'infection, livraison d'un malware modulaire qui peut donc évoluer facilement au cours du temps, usage de l'IA pour filtrer uniquement les documents intéressants. Nous allons maintenant faire la liste des erreurs de l'équipe qui a créé le malware. Premièrement, une trace qui n'a pas été effacée dans une base de données du téléphone. Usurpation du nom d'un processus qui n'existe plus depuis longtemps. Infection progressive de tous les téléphones de Kaspersky et non en une seule fois, ce qui a permis d'enregistrer une infection du début jusqu'à la fin. Incapacité de détection d'une mise sous surveillance du malware. Des clés de chiffrage pouvant être remplacées à la volée, annulant tout le bénéfice du chiffrage. Un processus de nettoyage qui a permis de dévoiler 40 adresses email sources d'attaque. Des options d'attaque montrant que le malware est aussi actif sur Mac et qu'il est évolutif. Une activation du suivi des publicités qui trahit la possibilité d'une attaque via des publicités piégées. Une incapacité à supprimer l'indicateur visuel du micro actif puisque l'écran doit être éteint. Une signature qui indique que le malware est actif depuis plus de 10 ans. Comment se protéger ? En cybersécurité, il n'y a jamais de protection imparable. C'est comme dans une maison. Si vous mettez une porte blindée très sophistiquée et très chère, les attaquants regarderont vos fenêtres, et si les fenêtres sont aussi bien sécurisées, ils regarderont le toit ou les soupirails. C'est infini, on n'est jamais vraiment sûr de sa sécurité. En revanche, ce n'est pas une raison pour ne rien faire, bien entendu. La personne qui met une porte blindée sérieuse force le cambrioleur à chercher autre chose. Ceci a 2 effets, cela prend du temps à l'attaquant, et le temps c'est de l'argent. Ça le force à acquérir plus d'outils et de savoir-faire, et cela aussi c'est du temps et de l'argent. Au total, si la difficulté est trop grande, il essayera une cible plus facile. En revanche, si ce qu'il veut n'est pas de cambrioler une maison au hasard, mais uniquement votre maison, tout dépend s'il peut supporter le coût de l'attaque. S'il le peut, vous serez attaqué de toute façon, comme dans cette opération triangulation. Ce qui nous confirme que Kaspersky était bien une cible précise et non pas juste une victime au hasard. Que cherchait-il ? Kaspersky l'a sûrement découvert mais ne l'a pas publié. Si cela vous intéresse, je vous laisse faire quelques recherches sur internet pour découvrir quelques pistes. Revenons à la protection de nos téléphones. Voici ce qu'il faut faire pour rendre plus coûteux une attaque et fatiguer l'adversaire. Premièrement, ne pas jailbreaker son iPhone puisque vous l'ouvrez à ce moment-là aux 4 vents et donc aux attaquants. Installez sans tarder toutes les mises à jour de votre téléphone et accessoirement donc de votre Mac. Ne pas garder un téléphone ou un Mac qui n'est plus éligible aux mises à jour de sécurité d'Apple. Remarquez qu'il existe des solutions permettant de faire tourner les dernières versions de macOS sur des machines anciennes qui ne sont plus supportées. Éteindre votre portable chaque jour. Sur iPhone, les attaques ne sont pas persistantes. Et donc après un redémarrage, l'attaquant sera obligé de vous infecter de nouveau. C'est pénible et ça risque de lui coûter cher. Se méfier de toute activité suspecte. Si la batterie diminue beaucoup plus rapidement que d'habitude, si un fait inhabituel arrive, si le téléphone ou l'ordinateur est plus lent, ou s'il chauffe anormalement, la puce d'intelligence artificielle, quand elle travaille beaucoup et longtemps, peut chauffer aussi bien sur iPhone que sur Mac. Désactiver le suivi des publicités et vérifier ce paramètre régulièrement. Donc il faut aller dans Réglages, confidentialité et sécurité, publicité Apple, annonces personnalisées, éteindre. D'une manière générale, vérifiez régulièrement tous les paramètres de votre téléphone. Si vous avez un doute et que vous pouvez être une cible de choix, par exemple si vous êtes un opposant, une organisation non gouvernementale, un journaliste d'investigation ou un activiste par exemple, utilisez le mode isolement de l'iPhone. Donc il faut aller dans Réglages, confidentialité et sécurité, mode isolement. Cela limite drastiquement les fonctions de votre téléphone, mais ne vous protège qu'en partie. Si vous désirez avoir une conversation réellement confidentielle, laissez votre téléphone éteint dans un autre endroit, lointain, car même éteint, il est possible de l'activer discrètement à distance. Au pire, si ce n'est pas possible, éteignez-le et mettez-le dans une pochette anti-émission réception. Il en existe sur des sites de vente en ligne pour une dizaine d'euros environ.
Enfin, rappelez-vous que toute information numérique peut être volée discrètement et qu'elle ne disparaît jamais vraiment car elle laisse des traces numériques multiples que l'on ne maîtrise jamais complètement. Même ce malware laisse des traces qui ont conduit à sa découverte, à son analyse et à sa perte. La découverte de Kaspersky a donc coûté des millions de dollars à ceux qui l'ont fait, car ils sont maintenant obligés d'acheter de nouvelles failles très chères et de reconstruire une nouvelle solution, à moins qu'ils ne l'ont déjà fait en prévision d'un tel événement. Donc si vous manipulez des informations très sensibles, rien de tel qu'un bon vieux papier stylo et d'un coffre-fort. Enfin, pour les usages de base comme les appels téléphoniques non sensibles, un téléphone idiot, c'est-à-dire un téléphone basique qui n'est pas smart et qui souvent est peu cher, on appelle ça souvent des dumb phones, c'est-à-dire des téléphones idiots, peut être utilisé. Pensez également à prendre un téléphone idiot lorsque vous voyagez dans des pays à un risque. Cela vous évitera d'être espionné complètement comme décrit dans cette vidéo. N'oubliez pas qu'une visite dans certaines ambassades ou passer par la douane d'un pays peut être l'occasion d'installer un espion sur votre téléphone, même s'il n'est pas connecté au réseau. Et même s'il est éteint, ces infections sont également possibles par câble. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Si cette vidéo vous plaît, lâchez un pouce bleu. Si elle vous plaît beaucoup, abonnez-vous. Si elle vous plaît vraiment beaucoup, dites-le partout. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere.